y a ce poids qui est toujours là, qui est celui de devoir gagner, de prendre des points. Le côté pression du résultat permanent, cette pression-là, elle est pesante. Change-toi ton approche, que les joueurs aient la perception d'avoir un nouveau coach. Amène autre chose. Ça peut relancer la machine sans avoir à ce qu'on te remplace toi. Lucas Elsner, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à la première de Box to Box, notre nouveau format dédié aux entraîneurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir, vous qui êtes l'entraîneur du Stade de Reims depuis l'été dernier. C'est la dernière ligne d'un CV qui est déjà bien rempli à seulement 42 ans, puisque vous avez entraîné 9 clubs dans 4 pays différents, de votre Slovénie natale jusqu'à la France bien sûr, avec donc Amiens, Le Havre et Reims. Lucas Elsner, c'est aussi une filiation exceptionnelle parce que vous êtes le petit-fils d'un entraîneur de haut niveau, et le fils d'un joueur qui a été international yougoslave, slovène, et qui a été une légende de l'OGC Nice. Avec cette petite présentation rapide, on a donc compris que votre grand-père Branko a été sélectionneur de l'Autriche, que votre père a joué 5 ans à Nice, qu'il a joué à l'Étoile Rouge, qu'il a disputé les Jeux Olympiques avec la Yougoslavie. Avec une lignée pareille, est-ce que c'était évident que vous alliez réussir dans le football ? Réussir, non, y travailler probablement. Je pense que quand on y baigne depuis le tout jeune âge, moi et mon jeune frère, on est certainement influencé, si ce n'est formaté, à continuer un petit peu dans cette lignée-là. Et c'est vrai que moi, durant mes études, ça semblait une évidence d'avoir cette volonté de continuer à alimenter finalement notre génération et de travailler dans le football, en tout cas dans le sport. Et justement, pour parler de votre jeunesse, donc vous arrivez en France à l'âge de 5 ans, oui. Quand votre père signe à Nice en provenance de l'Étoile Rouge. Ça fait quoi d'avoir un père qui est une star de l'OGC Nice quand on est enfant, quand on est à cet âge-là ? Bizarrement, parce que je suis aussi jeune quand j'arrive et que les premières années, j'ai du mal encore à avoir des souvenirs bien clairs. Les souvenirs les plus clairs sont ceux de quelques ballons frappés avec mon petit frère au bord des pelouses sur les entraînements. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu plus ouvert que ça ne l'est aujourd'hui, et c'est ces souvenirs-là qui me restent. J'ai le souvenir de beaucoup de stades, notamment celui de Belgrade et celui de l'OGC Nice, le Stade du Ray, qui ont alimenté un petit peu ma jeunesse, et j'ai ces flashs de la position des tribunes, de l'ambiance qu'il y avait également. J'ai eu la chance de vivre, que mon papa ait joué dans des clubs qui étaient vibrants, qui étaient riches en émotions. Et surtout, j'ai le souvenir de tous ces coéquipiers avec qui mon père passait du temps, qui venaient nous rendre visite. Et qui formait finalement notre activité hebdomadaire, et on a toujours eu beaucoup de relations à l'intérieur du football, et c'était très vivant. Quand on a un père qui a fait une grande carrière comme joueur professionnel et qu'on joue au foot comme vous et votre frère, est-ce qu'à la maison on arrive parfois à déconnecter ou on parle surtout ballon ? Avec mon papa, c'est vrai qu'on parlait à 95% du temps de football, mais à travers les événements footballistiques, il arrivait aussi à faire passer des messages d'envergure un peu plus grande. On parlait de valeurs de travail, on parlait d'abnégation, de sacrifice, de respect, d'un effort permanent. Et donc au travers de ça, j'ai beaucoup appris sur la vie également. Mais notre base était toujours celle du football. S'il y a un conseil précieux qu'il vous a donné, ce serait lequel ? C'est d'abord de jamais se limiter dans son esprit sur les objectifs à atteindre. L'objectif, c'est de toujours remplir son potentiel. Et certains sont nés avec un potentiel plus grand sur les différentes possibilités de la performance, mais pour s'accomplir, il faut aller au bout de ce qu'on est capable de faire soi-même, et pour y arriver, il faut simplement tous les jours essayer de s'améliorer et de pousser tous les curseurs en étant réaliste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'applique ça beaucoup, mais j'essaie de l'appliquer aussi à tout l'environnement et tout le contexte dans lequel je travaille. C'est voilà la réalité, il n'y a pas à s'en cacher, on prend ça, et puis à partir de là, on essaie d'améliorer les choses
pour nous rendre meilleurs et pour exprimer notre plein potentiel. Et si ton plein potentiel, c'est de jouer en national, tu seras heureux et accompli parce que tu auras cette sensation d'être cohérent. Bon, voilà ce que je peux faire et je le fais et j'arrive à le faire au maximum. Et si c'est jouer en 6e, 7e division, voilà, le football reste un sport magnifique et il y a une grande partie de plaisir là-dedans également. Et donc le prendre comme ça. Et donc il y a eu votre père Marco, mais il y a aussi eu votre grand-père Branco. Quels sont vos souvenirs avec lui ? C'était quelqu'un qui d'un côté me ressemblait beaucoup et dont je me suis inspiré énormément. C'était quelqu'un de très organisé, presque universitaire. Il a eu un rôle important dans le réaménagement, la réorganisation de la fédération après l'indépendance, qui a structuré toute la formation des entraîneurs en Slovénie. Et donc cette partie d'organisation très mécanique, c'est quelque chose que j'ai appris de lui, le fait de quelques gènes que l'on partage probablement. Quelqu'un d'un niveau de respect très haut, mais aussi une position très distante vis-à-vis des joueurs. On le voyait sur les quelques vidéos rares, mais surtout sur les photos, il y a cette notion du professeur, un peu distancé de ses joueurs, mais qui savait exactement ce qu'il fallait faire, et surtout un visionnaire dans le développement du football et dans quel sens il allait apparaître. En plus d'être un des rares qui a réussi à s'exporter à l'étranger, et c'était extrêmement compliqué à l'époque de la Yougoslavie, donc quelqu'un d'un peu avant-gardiste, et ce côté, voilà, cheveux blancs très tôt, lunettes et grosse présence, gros charisme. Et vu les échanges que vous avez pu avoir avec lui, est-ce que vous diriez que le métier d'entraîneur, il n'a plus grand-chose à voir aujourd'hui avec ce qu'il était à son époque ? Paradoxalement, non, je retrouve beaucoup de similitudes. Après, c'était particulier, parce que c'est quelqu'un qui vous voyait les joueurs. Je pense que ça, on le retrouve pratiquement plus, et ça ne marcherait pas non plus énormément, parce que donc, je parlais de cette distance et de cet écart entre la hiérarchie, enfin le niveau hiérarchique entre l'entraîneur et les joueurs. Aujourd'hui, on a besoin d'une proximité bien supérieure. Les joueurs la demandent, ressentent ce besoin de partage et d'explication. Et de vivre quelque chose ensemble avec le staff. Voilà, c'est une autre génération. Mais par contre, sur les approches méthodologiques, sur le besoin d'être un enseignant, de transmettre du savoir, beaucoup de similitudes de ce côté-là. Mais oui, quand on regarde un petit peu les méthodes d'entraînement, la quantité de choses qui étaient faites sans ballon, l'organisation de la séance d'entraînement, l'intensité qui a été utilisée, c'est bien différent. Et vous parliez de la proximité que réclament les joueurs. Est-ce qu'on est sur les explications de pourquoi j'ai pas joué ce week-end, ou ça va au-delà ? Je pense qu'il y a cet élément-là, où il y a toujours une réaction émotionnelle s'il n'y a pas un échange sur voilà, pourquoi cette décision. Et il y a généralement de moins en moins d'empathie du côté des joueurs, c'est-à-dire se mettre à la place de quelqu'un et savoir comment il réfléchit. Donc il faut expliquer et donner quelques clés de compréhension. Et de l'autre côté, il y a de plus en plus aussi un besoin de discuter de la vie en général, des valeurs nécessaires pour réussir dans le football, parce que je pense qu'il y a, de manière générale, dans la transmission par les médias, quelque chose de très individuel. Réussir tout seul, l'action particulière, le besoin du court terme et d'un moment d'exposition, alors que les valeurs fondamentales de réussite dans le football ne sont pas liées à ça. Et donc il y a cette déconnexion parfois de ce qu'il faut faire pour réussir en réalité. Et ça n'a pas beaucoup changé dans le sport. Et de l'autre côté, la perception des jeunes joueurs sur ce qui va faire leur carrière. Et sur ce côté-là, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un grand volume de communication. On reviendra sur les jeunes un peu plus tard, mais déjà je voulais vous demander, quelle est votre définition du métier d'entraîneur ? C'est de l'enseignement et c'est convaincre les joueurs de prendre une direction ensemble et de se donner les moyens d'y parvenir. Mais il faut qu'on soit cohérent et qu'on choisisse dans quelle direction on va aller. Je pense que ça s'alimente, on va dire, conjointement, mais l'entraîneur est là pour convaincre
sur les idées et la manière dont l'équipe devrait jouer pour réussir, pour gagner, pour que tout le monde puisse avoir, se sentir concerné et envie d'aller dans cette direction. Et pour ça, il faut être clair dans ce que l'on demande. Il faut réussir à enseigner au quotidien les éléments de jeu qui vont nous permettre d'y arriver et convaincre les joueurs de suivre. Et quand je dis ça se crée ensemble, c'est qu'il y a une direction particulière que l'on essaie de choisir, et puis au fur et à mesure de la route, ce que les joueurs, le ressenti des joueurs, la manière dont ils vont percevoir les choses vont alimenter cette direction, et on va peut-être dévier un petit peu de la trajectoire tous ensemble, mais la notion pour moi de convaincre, elle est essentielle. Et cette notion de convaincre, depuis le début de votre carrière d'entraîneur, vous avez entraîné dans différents pays. Est-ce qu'elle diffère entre la Slovénie, la Belgique, Chypre, la France ? C'est différent parce que les joueurs sont baignés dans un système de formation qui a ses cultures, qui a ses codes, et que dans chacun des pays dans lesquels on fonctionne, la base de départ, les aspects de motivation n'ont pas forcément partout les mêmes racines. On a dans certaines formations, dans certaines cultures, un aspect de talent plus prononcé, et dans d'autres, un aspect de rigueur dans le travail, dans des choses très carrées, et dans presque de la mécanique qui est beaucoup plus exacerbée. Donc s'adapter un petit peu à l'endroit où nous sommes, à l'identité du club, à ce que les joueurs sont capables de donner et dans quoi ils ont été baignés. Je pense que c'est une qualité essentielle de l'entraîneur, et chaque région du monde a sa spécificité, chaque ligue, chaque championnat a sa spécificité. Il faut pouvoir s'adapter, et donc ça va alimenter un petit peu, ou ça va influencer la direction que l'on va souhaiter prendre en fonction du matériel que nous aurons à disposition. Et si je devine, je suppose que c'est peut-être en France et en Belgique qu'on appuie sur le côté talent, en Slovénie peut-être plus sur la rigueur, et à Chypre, qui est une destination plus exotique pour nous, qu'est-ce qui marchait là-bas ? Alors c'est beaucoup d'endroits un petit peu diversifiés. Je pense que dans chacun des pays, même au sein de clubs différents, on va avoir une approche différente. Mais j'ai vu dans les clubs où je suis passé, dans les pays où je suis passé, différentes approches. On parlait de la Yougoslavie, la Slovénie. Je parlais de spécificité en fait de la Slovénie dans le cadre de la Yougoslavie, parce que la Yougoslavie en général est très orientée talent, très orientée sur le talent particulier qui va faire les différences, et c'est encore marquant aujourd'hui. La Slovénie a été on va dire un sous-groupe qui était beaucoup plus germanique dans son approche et sa culture, beaucoup plus lié au travail, à la rigueur, beaucoup moins évidemment dans l'expression d'un talent particulier. En France, on a ce besoin d'exister par la créativité, et ça rend cette formation tellement intéressante parce qu'elle crée tellement de joueurs qui sont capables de faire des différences, qui ont un niveau et des compétences individuelles extrêmement haut, et qui sont capables de s'adapter un petit peu partout dans le monde, d'où l'exportation fantastique des joueurs français. Et en Belgique, il y a eu un petit peu de tout, parce que c'est vrai que la Belgique est un pays qui a une richesse, parce que deux approches un petit peu différentes. Et c'est vrai qu'entre la Wallonie et le côté flamand, il y a des différences culturelles également. Mais voilà, il y a pas, on va dire, il y a aucune culture qui est meilleure que l'autre. Elles sont simplement faites de spécificités, et il faut essayer d'utiliser les forces de chacune des cultures et de limiter les faiblesses ou les manques. Et c'est le cas dans toutes les cultures. Il n'y a aucune culture parfaite, ni dans le football, ni on va dire de manière générale. Et passer d'un pays à un autre, que ce soit en tant que joueur puis entraîneur, ça vous a permis de progresser beaucoup plus vite ? Absolument, je pense qu'on se confronte à des difficultés particulières partout. J'ai eu la chance, je pense, de franchir les étapes une à une, de passer d'abord de joueur amateur à joueur professionnel, alors même si c'était dans un cadre qui n'est pas celui du très très haut niveau, mais malgré tout
C'était un cadre professionnel et ça m'a appris beaucoup de choses. Puis démarrer ma carrière d'entraîneur en tant qu'adjoint. J'ai aussi coaché des très jeunes équipes à Cagnes-sur-Mer quand j'étais étudiant. Et donc j'ai franchi un petit peu toutes les étapes, puis entraîneur adjoint, puis entraîneur général dans un club moyen en Slovénie. Et toutes ces étapes-là m'ont donné la capacité à engranger beaucoup d'informations, à me confronter à beaucoup de situations particulières, parfois très difficiles. On parlait de Chypre tout à l'heure. C'est vrai que quand j'arrive là-bas, c'est ma première expérience à l'étranger en tant que coach. C'est dur parce que le contexte est extrêmement compliqué. On part vraiment de rien à la base, d'une reconstruction totale. Mais en regardant ce chemin parcouru, on voit quel apport cela a pu avoir dans la formation de capacités pour le futur. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit aussi fonctionner en tant qu'entraîneur, se servir de toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, pour apprendre et simplement être capable de répondre mieux à certains défis dans le futur. J'ai souvent cette idée en tête que chaque expérience sera bénéfique pour le moment suivant et que l'expérience qui, même si elle a été négative, me préparera à une future expérience positive ou en tout cas me donnera les capacités de mieux répondre. Donc voilà, il faut être ouvert de ce côté-là, puis avoir aussi un petit peu de chance de pouvoir naviguer dans toutes ces différentes sphères en s'entourant de bonnes personnes. Mais c'est très riche, c'est vrai que ma carrière a été mouvementée jusqu'à présent, mais c'est aussi une richesse, je pense. Et un dernier petit mot sur Paphos, vous disiez que c'était dur là-bas, c'était par rapport aux moyens mis à disposition ? Même, au moment où j'arrive, il y a un nouvel investisseur qui rachète le club, qui monte de deuxième division en première division, qui ne s'est jamais maintenu en première division d'ailleurs. Et j'emmène toute une équipe, tout un staff, parce qu'il n'y avait rien en place. J'emmène jusqu'à l'intendance, c'est-à-dire que les gens qui s'occupaient des équipements sont venus de Slovénie. Et on part quelques jours après mon arrivée là-bas sur place, on part en stage en Lettonie et il y a plus de membres de staff que de joueurs sous contrat. Et donc on partait de relativement loin. Et puis ça s'est construit au fur et à mesure, de manière très enrichissante d'ailleurs. Mais oui, pas trop de centres d'entraînement, on bourlinguait à droite, à gauche pour trouver les conditions d'entraînement. Je me rappelle avoir, avec mon staff, participé à la distribution des paquets d'équipements pour les joueurs à l'hôtel, au stage. On faisait un petit peu de tout. Mais c'est un peu comme dans une entreprise, quand tu passes des tout petits boulots de départ jusqu'au boulot de manager général, tu sais de quoi tu parles, tu sais quoi attendre de chacun des postes, et ça te permet d'avoir une vision relativement globale. Et donc je suis content d'être passé par tout ça. Et qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir en tant qu'entraîneur ? Sincèrement, la progression des joueurs. Le fait de les voir évoluer, de s'épanouir, de se sentir progresser, et puis à terme, d'arriver à obtenir des positions dans les plus grands clubs et de franchir des paliers. Je pense qu'il y a une vraie satisfaction de la progression par l'entraînement, par l'analyse et on va dire ce projet entraîneur ou staff joueur dans l'expression d'un potentiel, c'est extrêmement satisfaisant. Alors oui, le côté gagner, remplir des objectifs club, ça me passionne également. Je pense que j'ai toujours eu cette sensibilité de vouloir accomplir les objectifs que l'on me demande et de ne pas décevoir. Autant le public, d'avoir cette notion de plaisir, de réussir quelque chose ensemble. Mais je suis toujours satisfait quand collectivement les choses sont réussies et que les gens progressent. C'est ce qui m'épanouit un peu le plus. La dimension de développement des jeunes, c'est forcément un argument qui vous a poussé à choisir Reims l'été dernier. Oui, ça fait partie des choses que j'aime faire. J'ai appris au fur et à mesure de ma carrière à apprécier le contact avec les joueurs d'expérience, à échanger avec eux. Je pense que c'était extrêmement nécessaire parce que ça me manquait un petit peu au début, au tout départ de ma carrière d'entraîneur. Et j'ai appris à apprécier énormément ces échanges-là, cette construction, on va dire,
collective, mais la partie développement du joueur, notamment des jeunes, parce qu'il y a tellement de place à modifier certaines perceptions, à créer des nouvelles compétences, je pense que c'est épanouissant. Et l'entraînement pour moi est un outil extraordinaire et j'adore l'entraînement, j'aime être sur le terrain, j'aime essayer de transmettre quelques détails et trouver par quelle méthodologie, par quel exercice on va pouvoir aider les joueurs à avoir un projet collectif performant et à ce qu'eux individuellement puissent progresser. On a parlé de ce qui vous plaisait. À l'inverse, qu'est-ce qui vous embête le plus dans votre métier d'entraîneur ? Il y a beaucoup de personnes de très haut niveau performantes qui adorent le côté pression, qui se nourrissent de ça et moi j'ai plutôt un côté un peu anxieux et du coup le côté pression du résultat permanent, cette pression là elle est pesante, ça fait maintenant plus de 10 ans que je coach. Je le prends avec beaucoup plus de recul et c'est plus facile aujourd'hui, mais il y a ce poids qui est toujours là, qui est celui de devoir gagner, de prendre des points, de se sortir de dynamiques négatives, et où le résultat, peu importe le contenu, et on va dire c'est une échéance fatidique. Donc c'est parfois relativement difficile à gérer, notamment parce que ça a une influence sur la vie privée également, sur les proches, et que cette influence-là, on peut pas s'en défaire. On est très loin de pouvoir être des philosophes avec beaucoup de recul et qui contemplent un petit peu ce qui a été créé en termes de résultats et les conséquences, et puis prendre du recul. C'est très difficile, je trouve. Et cette pression, cette anxiété, ça fait que vous imaginez pas forcément continuer à entraîner très longtemps ? Non, je sais pas, j'arrive à gérer, mais je pense qu'elle est pour moi nécessaire dans ma performance en tant que coach. C'est parce que je suis un petit peu anxieux de ce qui peut se passer, alors je prends des mesures pour que tout au long de la semaine, on puisse faire le maximum en termes de contrôle de ce que l'on peut vraiment contrôler, et d'aller au bout de chaque détail. Justement pour se donner les meilleures chances de réussir, même s'il y a ce côté aléatoire qui est malgré tout présent constamment, mais par ce côté-là, je pense que ça permet aussi de rester performant et de rester vigilant. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai 42 ans et tu récupères pas au même rythme qu'avant, notamment sur l'aspect physique. Mais je suis tellement passionné par ce que je fais, par ce métier, par le football en lui-même, c'est une évidence totale quand je me pose la question mais est-ce que tu voudrais faire autre chose ? Est-ce que tu te vois faire autre chose ? Te lever le matin pour un autre métier ? Et non, c'est la seule chose que j'adore et que je me vois faire pendant encore de longues années, c'est ce métier-là. En tout cas, travailler dans le football. Et en parlant de toute cette passion, comment vous définiriez vos principes de jeu, vos grands principes ? Ils s'adaptent. Je m'adapte beaucoup. Dans toute ma carrière jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup à m'adapter. De manière générale, une équipe qui arrive à maîtriser collectivement son sujet, que ce soit offensivement et défensivement, avoir une équipe qui réfléchit à ce qu'elle fait, avoir une équipe qui est capable d'attaquer relativement vite, avoir une équipe qui va toujours être entreprenante sur le côté défensif, enlever du temps ou de l'espace à l'adversaire, avoir une compacité très grande, et puis après en fonction du talent, du profil du joueur, s'adapter beaucoup en termes de système, de structure. Je me considère comme quelqu'un de relativement mécanique, c'est-à-dire on va faire A, puis B, puis C, et ça va nous mener à cette réponse-là. Et en fonction de cette réponse, eh bien, on réadaptera un petit peu. Mais je pense qu'il faut transmettre aux joueurs cette notion un peu mécanique du football. Il y a des principes, des structures qui permettent de mieux s'exprimer.
j'ai toujours cette dualité, cette nuance équilibrée qui fait partie de ma personnalité, c'est-à-dire qu'il faut réussir à très bien attaquer, et c'est génial d'être une équipe spectacle, mais jamais au détriment d'un équilibre défensif. Mais ça peut exister en ayant des pressions très hautes et allant récupérer le ballon dans le moitié de terrain adverse, comme ça peut être sur un bloc bas, mais avoir un équilibre permanent. Et j'ai ce souci de l'équilibre constant. J'ai coaché des équipes qui étaient très entreprenantes, qui voulaient conserver, garder la balle, fatiguer l'adversaire. Et puis j'ai des équipes où il fallait remonter le ballon de manière très très rapide et utiliser les espaces. Et de ce côté-là, il est difficile de définir un cadre très rigoureux pour moi, parce qu'il est dépendant des joueurs avec qui j'ai pu travailler. Il est vrai qu'aujourd'hui à Reims, j'ai un petit peu plus de flexibilité sur certaines choses que l'on peut répéter, où il y a peut-être un petit peu moins de besoin de s'adapter à ce que fait l'adversaire. Mais dans beaucoup de situations, j'ai été amené à le faire. Et vous parliez de la faculté d'adaptation, du pragmatisme selon les joueurs à disposition, les contextes. Est-ce qu'il y a certaines idées qui étaient fixes dans votre esprit en début de carrière, que vous avez ensuite balayées au fil des expériences ? J'ai eu cette idée que jamais, ça sera très difficile pour moi de pouvoir aider les joueurs à avoir un contrôle total et une domination de la possession, parce que j'avais pas été forcément apte et formé à ça dans mon enseignement. D'ailleurs, je n'avais pas suffisamment travaillé dessus, et j'ai pu voir, et en tout cas j'ai pu réussir à amener parce que mes collaborateurs, par les gens avec qui j'ai travaillé, par ces influences-là, réussir à avoir une équipe qui a pu être très dominante dans cet aspect-là. C'est l'équipe du Havre en Ligue 2, c'est vrai qu'on a été pendant une longue partie de la saison très dominateur dans l'occupation territoriale, dans la possession de balles. Et c'est peut-être l'aboutissement d'un projet dont je ne pensais pas être forcément capable et pas forcément en capacité de mettre en place. Mais j'ai réussi parce que j'avais des collaborateurs et des gens talentueux autour de moi qui m'ont enseigné et qui m'ont donné des clés. Et ça continue d'ailleurs aujourd'hui à Reims. Mais j'ai toujours été quelqu'un de grande adaptation, de beaucoup d'influences différentes, de cycles dans ma carrière également. Parti d'un esprit très Diego Simeone à l'Atlético de Madrid quand je commence ma carrière, avec des principes très similaires dans ce qu'il faut faire pour gagner des matchs. Et donc à partir de là, j'ai ensuite à poser des briques supplémentaires dans le projet de jeu. Mais ce côté mécanique reste très important pour moi. Et Diego Simeone, vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer ou d'échanger avec lui ? Non, pas avec lui. J'ai beaucoup lu sur lui, j'ai beaucoup observé beaucoup de séances d'entraînement. J'ai rencontré quelques autres grands coachs, notamment Pochettino à Tottenham. Mais j'ai pas eu la chance de passer par l'Atlético. Mais aujourd'hui, c'est vrai que rien que par l'observation des matchs, par les informations que l'on peut obtenir dans les articles, dans les différentes analyses, on peut se nourrir de ça déjà. Et Pochettino, justement, je crois que vous l'avez rencontré grâce à Hugo Lloris, que vous connaissez depuis l'enfance, puisque c'était un ami de votre frère Roch. Et donc, si je comprends bien, Hugo vous a permis d'aller voir une séance d'entraînement de Tottenham et de parler avec Maurizio Pochettino. On a passé 4-5 jours. D'ailleurs très ouvert, lui et le staff, pour quelqu'un de totalement inconnu, mais c'est vrai que c'était forcément grâce à Hugo que cette relation a pu exister. Beaucoup appris sur les séances d'entraînement, sur son approche humaine également, que j'ai particulièrement adoré, et ça a été c'était une source d'inspiration assez importante. Et dans la gestion humaine, justement, vous avez des petits exemples ou des conseils qu'il a pu vous donner ? Non, mais simplement déjà l'interaction qu'il a eue avec moi et la manière d'approcher notre discussion. On sentait une volonté d'aider, une bienveillance. Et ça m'a fortement marqué. Et j'essaye de maintenir ça maintenant dans ma position quand qui que ce soit de l'extérieur a envie de venir jeter un coup d'œil à ce que l'on fait, à observer, à échanger.
je me suis tellement nourri de ça qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une possibilité et qu'on peut échanger avec d'autres entraîneurs, d'autres techniciens, j'essaye de le prendre immédiatement parce que je trouve ça très très riche. Et vous avez échangé avec qui comme votre grand entraîneur plus ou moins récemment ? Alors sur le côté très récent, peu, parce que nous avons été très occupés, on va dire, moi et ma famille, mais j'ai eu une période où j'ai été beaucoup en interaction. J'ai parlé avec Arsène Wenger, j'ai parlé un petit peu avec Eric Abidal, qui était au Barça. J'ai parlé avec quelques anciens noms slovènes également, Zlatko Zahovic, sur des éléments qui concernaient des phases de jeu particulières. Je me suis beaucoup renseigné sur la manière de gagner des matchs décisifs. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Et à un moment donné où j'ai été libre, je me suis posé sur ça et pendant 1 ou 2 mois, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai posé les questions à ceux qui savaient comment répondre. J'ai parlé à Eli Bope également. Enfin voilà, j'essaie toujours de piocher chez les personnes qui ont vécu ça, quelle est l'approche et quelles sont les réponses à apporter. Et donc voilà, tout au long de ma carrière, j'ai eu un petit peu cette approche-là de solliciter ceux qui ont réussi, ceux qui ont des réponses à apporter et de m'enrichir. Et donc ça a permis de monter une recette pour gagner les matchs décisifs ? Pas une recette, mais parce que chaque coach a sa vision de comment ça doit se passer. Mais par le biais de ces différentes briques, en fait, on se construit son propre truc. Et on voit ce qui peut matcher avec notre personnalité. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, depuis ce moment-là, le fait est qu'il y a eu quelques moments décisifs qui sont tombés du bon côté. Est-ce que j'ai une recette miracle ? Pas du tout. Mais le fait, même inconsciemment, de s'enrichir, de discuter, je pense que ça crée les capacités de trouver les solutions au moment où le besoin se fait ressentir. Et Hugo Lloris, vous êtes toujours en contact avec lui ? Oui. Plus par message, on s'est vu au Havre parce qu'il est venu nous rendre visite sur une rencontre, puisque je coachais son frère Gauthier. Mais oui, on est toujours en contact. Et pouvoir échanger avec quelqu'un qui a été une légende des Bleus, qui a été champion du monde, finaliste de la Ligue des Champions, ça permet aussi de récupérer quelques tips ? Absolument. Et puis c'est quelqu'un qui a tellement fait les choses dans l'ordre, quelqu'un qui a un mental tellement fort, tellement constant, que même simplement le voir évoluer tout au long de ces années, même sans avoir à en discuter, on est inspiré par cette approche-là. Mais c'est quelqu'un qui, dès le début, quand il était très jeune, on sentait qu'il avait le potentiel pour réussir à très très haut niveau, parce qu'on sentait il y avait une énergie qui se dégageait, une énergie de la compétition, de la rigueur dans le travail, plus d'un talent on dirait exceptionnel. Mais toutes les cases étaient cochées. Et dans ce côté-là, c'était très inspirant de pouvoir le voir simplement évoluer, tout en sachant d'où il partait. Et puis tout au long des années, c'est vrai qu'on a pu discuter rarement, mais quand c'était le cas, c'était toujours très riche. Pour en venir au Stade de Reims, c'est votre 3e expérience en Ligue 1. Et c'est la première dans un club qui a pour objectif principal en début de saison autre chose que le maintien. Est-ce que ça permet de s'autoriser plus de choses dans le jeu ? Il y a certains profils de joueurs qui sont disponibles, qui permettent d'avoir peut-être sur certains moments des matchs un petit peu plus d'ambition. Il y a aussi des joueurs qui sont en capacité d'apporter des réponses seuls à un moment de match où éventuellement nous, au côté staff, on n'a pas donné exactement les meilleures réponses. Et dans ce cadre-là, je trouve que l'effectif est riche et il correspond bien aussi à ce que j'aime faire, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des joueurs confirmés, relativement constants, avec qui on peut construire un projet collectif, et en même temps toute une ribambelle de jeunes talents qui ont du talent, qui ont besoin d'être structurés, à qui il faut donner quelques libertés, mais des libertés limitées,
Et tout ça, ça rend les choses très, très intéressantes parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut travailler, mais il y a même au sein de l'effectif un besoin d'exprimer une certaine puissance, une certaine créativité. Et je dois m'adapter à ça, je m'adapte à ça, et ça nous donne quelques idées d'ambition. Mais on fait des choses dans l'ordre, et surtout on essaie de travailler semaine par semaine sans avoir un objectif final trop fixe. Et c'est toujours un petit peu comme ça que je réfléchis. Et entre un très bon début de saison avec Reims et le dernier match avant la trêve, la victoire au Havre, il y a eu une série de 3 défaites. On sait que le bon travail de fond il peut être bousculé par des résultats négatifs. Comment on fait dans ces cas-là pour garder l'adhésion des joueurs et du groupe ? D'abord, on reste calme, on essaie d'identifier les raisons de ces échecs. On n'a pas été forcément extrêmement surpris qu'on ait une série un peu plus négative. Alors c'est vrai que 3 défaites d'affilée, ça peut donner une tendance un peu à la panique. Mais on savait qu'on gagnait nos matchs avant également sur des marges relativement faibles. Même si les scores parfois étaient très flatteurs, on savait que nos marges n'étaient pas si grandes que ça. Et donc le fait qu'il y ait un petit engrenage qui se casse et une réussite qui nous fuit un petit peu, c'est pas que c'était prévisible, mais ça pouvait arriver. Et donc il faut savoir garder son calme à ce moment-là, essayer de chercher les leviers qui permettent, où tu perds sur une marche très petite, de repasser du bon côté, et d'appuyer sur ce message-là et de le renforcer par de la vidéo, par du travail à l'entraînement, parce qu'on savait que on n'était jamais vraiment déclassé, on était proche d'un bon résultat, et que parfois simplement ça tourne pas exactement comme ça tournait avant. C'est vrai contre Angers, contre Montpellier, on marque dans les 10 premières minutes, et évidemment que le match se lance complètement différemment. La preuve en est avec le Havre, on n'encaisse pas au début et puis on marque, et le match s'ouvre différemment, et c'est des contextes où on est plus à l'aise. Et donc voilà, il y a des moments où il est nécessaire de paniquer, de changer complètement les choses, d'avoir une autre approche en termes de leadership, de management, de devenir un autre entraîneur, au moins sur un court terme, pour choquer et bousculer, si on sent qu'on ne va pas du tout dans la bonne direction. Là, c'était pas trop le cas, et donc on a essayé de rester stable et calme, mais appuyer sur les 10-15% où on avait de la marge et où on pouvait faire mieux. Et donc voilà, on a eu la chance de remporter ce match-là qui nous remet un petit peu dans le droit chemin. Mais on est sur un contexte de très haut niveau où les marges de réussite ou d'échec sont très, très, très minimes, et il faut en prendre conscience. Et ce besoin de paniquer, de tout changer pour créer un choc, c'était quand la dernière fois que vous avez dû le mettre en place ? À une échelle un petit peu plus limitée, mais au WAC l'année passée. C'est vrai qu'il y a un moment où on enchaîne les résultats négatifs, et il a fallu bousculer un petit peu tout ça par changer la méthode d'entraînement, changer les horaires d'entraînement, avoir une approche un peu différente de mon côté. Et ça, j'ai piqué un petit peu cette idée à l'entraîneur Sean Dyche, qui je pense sur son épisode à Burnley, qui avait dit parfois au lieu au lieu que le club ait à changer d'entraîneur, change toi ton approche, et que les joueurs aient la perception d'avoir un nouveau coach, même si c'est le même visage, la même personne. Amène autre chose, bouscule les processus, fais la vidéo à un autre moment, que quelqu'un d'autre fasse la vidéo, change les horaires d'entraînement, change le contenu d'entraînement, bouscule dans cet ordre-là, parce que ça peut relancer la machine sans avoir à ce qu'on te remplace toi. Et donc ça m'avait marqué à l'époque, mais il faut savoir juger à quel moment c'est pertinent, à quel moment ça ne l'est pas. Parce que quand l'effectif considère que les choses vont plutôt bien, même s'il n'y a pas eu les résultats, mais qu'il n'y a pas de panique à bord, alors il faut simplement rester dans une espèce de continuité. Quand c'est plus inquiétant, peut-être c'est une des solutions à apporter. Et donc c'est pour ça que je pense que l'entraîneur a besoin de vivre avec beaucoup de facettes différentes, même si il doit rester cohérent avec lui-même. Ça ne veut pas dire que ça va être la même personne tout le temps. Ça veut pas dire que qu'il aura la même approche toutes les semaines.
Je lisais un livre sur Winston Churchill récemment qui parlait un peu de la même chose, c'est-à-dire que nous, on sait en tant qu'entraîneur ou manager où on souhaite aller, mais que dans la tempête, on peut tourner le navire un peu à droite et un peu à gauche, et parfois donner l'impression d'être complètement différent ou d'être incohérent. Si nous, on sait où on veut arriver, c'est la seule chose importante, parce que à terme, ça rendra les choses efficaces. Et donc voilà, naviguer de droite à gauche en fonction du vent, ça doit être aussi une des capacités du coach. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que je sois quelqu'un de jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que je n'ai pas une idée arrêtée et que je vais emmener jusqu'au bout, peu importe ce qui va se passer. Et avec le Stade de Reims, depuis le début de saison, vous avez fait match nul contre le PSG et l'OM, avant de perdre donc 3 matchs contre des équipes moins bien classées. Est-ce que paradoxalement, c'est plus facile d'accrocher un gros, entre guillemets, que d'embêter un petit, entre guillemets, toujours? Non, mais bon, on n'a pas gagné ces matchs non plus, et donc il n'y a aucune notion de facilité. Je pense je pense que quand tu joues contre une grande équipe, tous les curseurs sont poussés au maximum, notamment au niveau des joueurs. Tout le monde sait la difficulté que représente de jouer contre ces top équipes, et donc tous les curseurs sont poussés au bout, tout le monde est extrêmement attentif, concentré de la première à la dernière minute, ce qui peut parfois manquer sur d'autres rencontres. Non pas par manque d'humilité, mais simplement peut-être de manière un peu plus naturelle, mobiliser un petit peu moins d'efforts, mobiliser un petit peu moins d'énergie, et c'est aussi des leçons qu'il est nécessaire d'apprendre dans les saisons, surtout quand on a des effectifs qui, pour une grande partie, sont très jeunes. Voilà, le football t'apprendra à ce que tu comprennes que pour gagner n'importe quel match, il faut mobiliser toutes les composantes de la performance et mobiliser toutes tes ressources. Et dès que tu en fais un petit peu moins, notamment au Stade de Reims, ça ne passera pas. Et donc voilà, on a passé ce petit cycle où on faisait 10-15% un petit peu moins. Et tu crées les conditions pour que la réussite te fuit. Mais bon, voilà, il n'y a pas de vérité. On apprend de match en match, de semaine en semaine, et puis on essaie de construire cette capacité de répondre à tous les challenges. Dans un entretien avec Nosotros, vous aviez déclaré que vous adoriez transformer les joueurs, notamment les jeunes, en gagnants. C'est quoi la méthode pour y arriver ? C'est du quotidien, c'est leur faire comprendre qu'ils ne sont pas là juste pour remplir leur temps de jeu, et se satisfaire de ça, mais qu'ils sont dans l'équipe pour faire gagner. Et on peut faire gagner à 18 ans comme on peut faire gagner à 35 ans, et que quand on est sur le terrain, les mêmes critères s'appliquent. Et être compétiteur et vouloir gagner, ça s'apprend. Parfois certains en débordent de cette envie, il faut la canaliser. D'autres ont plutôt une approche où non, simplement être sur le terrain et avoir du temps de jeu, c'est bien. Et c'est insuffisant. Quand tu es au Stade de Reims, c'est insuffisant. Donc la compétition se crée tous les jours. C'est une exigence totale, constante sur tout ce qu'ils font. De les aider à comprendre pourquoi tel ou tel élément doit être fait comme ça, pourquoi telle attitude, tel body language n'est pas propice à la performance collective. J'ai eu récemment une discussion avec un des jeunes joueurs dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le match, c'est pas pour toi te montrer, c'est pour que nous on gagne. Et cette distinction, elle est évidente, mais dans les faits, elle n'est pas si évidente que ça, souvent. Le nom du joueur, on peut pas le donner. Mais c'est une discussion que je peux avoir avec beaucoup de nos jeunes joueurs. Depuis le début de la saison, vous êtes beaucoup appuyé chez les jeunes sur Valentin Atangana et Yaya Fofana. Comment on fait pour installer un joueur tout en s'assurant qu'il ne s'enflamme pas ? Vous citez deux joueurs qui sont totalement différents. Tous les deux sont jeunes, et puis leur approche mentale est totalement différente. Et donc on ne peut pas appliquer les mêmes principes avec l'un qu'avec l'autre. Et il faut... avec l'ensemble du staff, parce que c'est pas le boulot juste d'une seule personne, avec l'ensemble du staff, trouver par quel levier on peut influencer les joueurs dans leur activité quotidienne pour qu'ils puissent continuer à être performants. Certains arrivent à maturité plus tard,
doit aussi anticiper des sauts d'humeur, des moments où l'humilité va manquer, et que quand ça arrive, on ne soit pas choqué et en se disant que c'est la fin du monde et qu'on l'a perdu à jamais. Mais il faut avoir une approche très individualisée par rapport à tout le monde parce qu'ils ont, ils ont beaucoup de différences en termes de personnalité, de culture, d'endroits où ils ont été formés, par qui ils ont été formés, quel système éducatif ils ont eu par leurs parents. Et tout ça crée un contexte où il faut personnaliser. Et les jeunes, c'est une grande caractéristique de la Ligue 1 McDonald's, avec les entraîneurs de renom cette saison, puisqu'on a Luis Enrique, Roberto De Zerbi, Bruno Genesio, Jorge Sampaoli qui revient. Et il y a aussi toute une nouvelle génération avec Francaise, Will Steele, Pierre Sage, Liam Rosenior et vous, bien sûr. Est-ce que cette saison, les stars de la Ligue 1, c'est les coachs ? Non, je pense qu'on n'est jamais, nous, amenés à être devant de la scène parce que ceux qui rendent les matchs intéressants, ceux qui créent les exploits, ceux qui alimentent finalement l'enthousiasme de la Ligue 1, ce sont les joueurs. Je pense que nous, notre rôle, c'est d'essayer de mettre notre effectif dans le meilleur contexte pour que les joueurs puissent s'exprimer, aussi bien mental que tactique, et que eux puissent rendre les matchs intéressants. Mais il y a effectivement quelques coachs en Ligue 1 qui sont vraiment très forts, et c'est extrêmement enrichissant pour moi de pouvoir me confronter à ça, d'apprendre aussi de leur manière de gérer les choses, et c'est inspirant. Mais je pense que voilà, les stars numéro 1 doivent toujours rester les joueurs. C'est grâce à leur talent que le championnat est intéressant. Et pour parler un peu encore des jeunes coachs, je ne sais pas si vous en discutez entre collègues, mais est-ce qu'il y a un peu ce sentiment d'appartenance à une nouvelle vague ? Est-ce qu'on en a conscience ? Pas vraiment, c'est vrai que nous on manque un petit peu de liens tout au long de la saison. On se voit sur les matchs, mais on n'a pas beaucoup de moments où on peut vraiment tous échanger. Chacun est pris dans son calendrier et c'est parfois un petit peu dommage. Moi j'aimerais avoir quelques moments de rassemblement où tout le monde se voit et on dîne tous ensemble dans un contexte où il n'y a pas de rivalité. Et je trouverais ça extrêmement palpitant de pouvoir le faire, mais c'est difficile à mettre en place. Moi, maintenant, je commence à avoir quand même quelques années derrière moi, alors même si ça n'a pas toujours été au plus haut niveau, mais j'ai du mal à me considérer comme un jeune coach. Quand je vois qu'il y a des coachs qui ont 10 ans de moins que moi et qui font des choses extraordinaires, déjà à très très haut niveau, je suis bouche bée parce que c'est vrai que moi il y a 10 ans j'avais des capacités tout autres, bien inférieures, et quand tu vois des coachs à 32, 33 ans qui sont dans des championnats et des équipes fantastiques et qui jouent très bien, c'est là où je me dis je suis plus si jeune que ça, moi. Et dans les coachs qui ont 10 ans de moins que vous, il y a notamment Will Steele qui a été votre adjoint au Standard de Liège et de qui vous avez pris la suite au Stade de Reims. Un entraîneur, il va forcément être comparé à ses prédécesseurs. Est-ce que ça a rajouté du piment pour vous d'aller à Reims, un club où il y avait quelqu'un que vous connaissiez très bien qui était en place ? Non, ça n'a pas été une donnée que j'ai prise en compte parce que simplement je partais d'objectifs personnels. C'est plutôt de l'ordre de l'anecdote sympathique que ça a été le cas, que je prenne la suite de Will, une équipe qui a gardé aussi quelques on va dire quelques influences de sa manière d'approcher les choses, de percevoir le football, et essayer de se servir aussi de certaines forces qui ont été créées dans ce groupe, mais non, rien de particulier par rapport à ça. Durant sa carrière de joueur, votre père Marco, il a eu pour coéquipier des joueurs comme Zvonimir Boban, comme Zlatko Zahovic, mais pas que. C'est sa belle photo. Ouais. Et à cette époque, il a été coéquipier notamment de Eric Roy. Ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs d'Eric Roy joueur, ou vous étiez trop jeune à l'époque ? J'étais trop jeune à cette époque-là, mais après il est revenu, Eric, et j'ai le souvenir de lui plus tard.
comme un top joueur, vraiment un top joueur de contrôle du milieu de terrain. Mais il y a pas mal de personnes que j'ai ensuite pu retrouver soit sur les bancs, soit dans d'autres rôles dans le football. Mais je vois Jackie Bonbé par exemple, que j'ai revu pas mal de fois. Et c'est intéressant, cette génération est finalement arrivée un petit peu ensuite dans le football. Mais voilà, ce que fait Eric, c'est... Waouh, on est vraiment tous... impressionné par ce qui a été accompli, mais en discutant avec lui, on sent qu'il a tellement d'expérience, il s'est tellement nourri du haut niveau, un tel relationnel avec les joueurs, qu'on comprend pourquoi ça fonctionne. L'époque à laquelle vous avez pu voir jouer Eric Roy ou vous l'avez vu revenir au club, est-ce que c'est une époque où vous envisagiez déjà un jour de pouvoir devenir entraîneur? Moi je vous dis ça parce que votre frère Roch, j'ai lu qui racontait que cette fonction d'entraîneur, elle vous avait intéressé vraiment très très tôt. Oui, en fait, c'était logique pour moi parce que je suis un joueur amateur sans talent particulier. Donc moi, la partie devenir joueur pro, c'était un objectif qui n'existait plus. Et donc je fais mes études à l'université de Nice, Sophia Antipolis, au STAPS, avec l'objectif de travailler dans le sport, de travailler dans le foot. Et donc je passe une maîtrise en entraînement sportif dans l'objectif de travailler dans des équipes professionnelles à terme. Donc voilà, faire du football mon métier, même si ce n'est pas en tant que joueur. Et donc ça, c'est apparu déjà à l'âge de 20 ans, cette idée-là, voire même un petit peu plus tôt. Après, envisager d'arriver jusqu'en haut et coacher des équipes de Ligue 1, non, ça c'était très peu envisageable de ma part. Et jamais j'aurais pensé pouvoir atteindre ce niveau-là et être où je suis aujourd'hui. Mais le projet a existé très très tôt dans ma tête. Et donc, comme vous le dites, vous avez quitté les équipes de jeunes de Nice pour aller jouer à Cannes-sur-Mer à un niveau amateur. Oui. Même si dans vos études, il y avait toujours cette volonté de travailler dans le foot, vous avez envisagé à un moment de pouvoir faire carrière dans un autre domaine ? Non, pas vraiment. Je m'intéressais à la préparation physique, je m'intéressais à toutes les composantes en fait de l'entraînement sportif. Mais non, je me suis jamais dit je vais faire autre chose. J'ai jamais eu une voie alternative par rapport à ça. Mais le football offre tellement de possibilités que devenir analyste, devenir prépa physique, devenir entraîneur adjoint, peu importe finalement le registre, je voulais suivre cette voie-là. Mais je me suis jamais vu faire autre chose. Et donc c'est drôle parce que vous étiez à un niveau amateur et pourtant quelques années plus tard vous faites une belle carrière professionnelle en Slovénie avec plus de 250 matchs en pro, avec plusieurs convocations en équipe nationale. Quel style de joueur étiez-vous sur le terrain ? Le joueur sur lequel on peut compter. Pas de créativité, pas de talent, très discipliné, beaucoup dans l'effort. Je pense qu'on pouvait compter sur moi dans l'effort, dans la capacité à être motivé tout le temps. Très très compétiteur, mais sans perdre les pédales, dans la gestion de l'émotion. Et donc je me suis retrouvé dans pas mal d'équipes à être capitaine, de par cette rigueur que je pouvais appliquer. À mon échelle, je pense que j'étais un joueur où le coach se dit bon, lui, il va faire le job qu'on lui demande. Ça ne sera pas flamboyant, il ne va jamais être le meilleur joueur du match, mais au moins, il fera le job qu'on demande et plutôt un bon défenseur dans les lectures des situations. Un peu aussi ce côté coach déjà sur le terrain. Mais encore une fois, tout ça à une échelle qui, pour moi, est très gratifiante, parce qu'on parlait tout à l'heure d'accomplir son potentiel maximum. Je pense avoir accompli mon potentiel maximum dans ma carrière de joueur. Je ne pouvais pas jouer plus haut. Je n'étais pas un joueur fait pour jouer en Ligue 1. Même les très bonnes équipes de Ligue 2, je pense que ça aurait été compliqué. Mais j'ai atteint un niveau d'abord que je n'espérais même plus. Je me suis épanoui là-dedans parce que je suis arrivé au maximum de mes capacités. Et puis ça m'a permis de découvrir quand même un niveau suffisamment haut pour avoir ce petit truc, ce petit avantage en plus en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire sentir un vestiaire, voir ce que ça veut dire être au haut niveau. J'ai pu, grâce à la sélection, quand même côtoyer de top joueurs.
quand tu t'entraînes avec Samir Handanovic dans les cages et que tu vois que c'est impossible de marquer, tu comprends ce que ça veut dire un joueur de très haut niveau. Et tout ça va favoriser à ce que je puisse avoir des références intéressantes pour la suite en tant qu'entraîneur. Et quand vous disiez que vous réfléchissiez déjà un peu comme un entraîneur sur le terrain, qu'est-ce que vous voulez dire ? Dans le positionnement des coéquipiers, dans le fait d'avoir une vigilance constante sur ce qui va se passer après, de repositionner des mecs, de pouvoir échanger avec le coach sur les éléments qu'il faut mettre en place, tous ces petits éléments de contrôle sur le terrain où l'effet de l'entraîneur est limité parce que simplement il y a une distance entre le terrain et le banc, à ceci près qu'en Slovénie, comme les ambiances sont pas fantastiques, l'entraîneur a quand même la possibilité de pas mal parler. Mais de ce côté-là, oui, d'être quelqu'un qui est capable de transmettre des informations au groupe pour rester compétitif. Pour parler maintenant du point de bascule, on est lors de la saison 2011-2012, vous êtes toujours titulaire indiscutable à Domžale, je l'ai bien dit ? Oui, en slovène c'est Domžale, mais okay. C'est ça. À Domžale. Et alors que la saison n'est même pas terminée, fin mars, début avril, vous raccrochez les crampons à seulement 29 ans. Oui, je le fais parce que le club était au courant un petit peu de ma volonté future de basculer dans l'entraînement, que l'opportunité est bonne parce qu'il y a un changement d'entraîneur et que malgré tout je sentais que ma motivation commençait à flancher en tant que joueur parce que j'avais eu de multiples saisons un peu répétitives en Slovénie. Je savais que j'avais plus de paliers à franchir, j'allais pas retourner jouer à l'étranger et en fait c'était un peu toujours les mêmes matchs, toujours un peu le même niveau et je sentais ma motivation flancher un petit peu et donc tout ça a créé les conditions où je me suis dit c'est peut-être le moment de se jeter à l'eau, y aller plus tôt un petit peu que les autres, faire les erreurs un peu plus tôt, accumuler de l'expérience plus tôt et puis on verra où ça nous mène. Et autant ça a été très très difficile parce que quand on met un point final et on sait qu'il n'y a plus de retour en arrière sur le fait de rechausser des crampons au haut niveau, c'est dur, c'est très très dur. Mais je pense que j'ai pris la bonne décision. Et il n'y a pas eu le temps de cogiter du coup. Non, et ça c'est l'intérêt de faire ça comme ça, parce que c'est quand tu arrêtes ta carrière et qu'ensuite tu as quelques mois ou quelques années de réflexion, ça peut être perturbant. Là, on retourne tout de suite dans l'action le lendemain, dans un autre rôle, et pas le temps de réfléchir. Et je pense que l'action est toujours un élément positif parce que ça t'empêche de retourner ton cerveau sur est-ce que tu as décidé correctement ou pas, est-ce que tu as bien fait ou pas. Il n'y a pas le temps, il faut avancer et faire avec. Et une fois que la décision a été actée, après c'était une ligne droite et on continue. Vous êtes donc devenu entraîneur adjoint du club, puis entraîneur numéro 1 un an plus tard. Comment on se comporte avec des joueurs qui étaient encore vos coéquipiers quelques semaines auparavant ? Probablement pas comme je l'ai fait moi, c'est-à-dire créer de la distance. Pas par manque de confiance, mais par cette peur un peu de mais est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux ? Est-ce que je vais avoir l'autorité nécessaire pour exiger des choses ? Parce que c'est vrai que j'ai coaché des joueurs avec qui j'étais pote, ou en tout cas des gars avec qui j'étais proche, et ça change complètement la perspective. Et ça la change surtout pour moi, alors que pour eux, en théorie, ils se disent non, ça va être la même personne, oui, c'est mon coach, mais ça doit rien changer. Et j'ai peut-être pas été extrêmement bon dans ça, de gérer cet aspect-là. Et ça a pu amener à quelques séparations au final sur des intersaisons où simplement il fallait que soit moi je parte, soit un de mes anciens coéquipiers parte. Mais bon, ça fait partie je pense du process parce que quand tu es jeune comme ça t'as pas forcément toutes les clés et j'ai été très autoritaire dans certains moments et je suis devenu bien différent
au fil des années. Mais ça n'a pas été le truc le plus facile. Et comment vous faisiez aussi par rapport à l'âge? Parce que dans vos jeunes années, vous aviez souvent le même âge ou vous étiez même plus jeune que certains de vos joueurs. Après, j'ai cette idée que à partir du moment où tu sais des choses, où tu as travaillé pour comprendre certaines choses, que tu as une volonté claire, une envie de convaincre d'une certaine manière de faire, amener des choses qui permettent aux joueurs d'être efficaces, là, la question de l'âge, elle devient très vite superficielle. Mais quand on est sur le terrain, à l'entraînement, quand on gère les préparations de match, quand on fait les causeries, l'âge, c'est plus un facteur pour moi. D'ailleurs, ça se démontre tous les jours sur les grands championnats, où il y a des coachs de 32, 33 ans, de 30 ans qui coachent de top joueurs. C'est juste une perception un petit peu extérieure au départ, mais qui dans les faits concrets ne s'applique plus pour moi. Donc sur ce côté-là, j'ai pas eu trop de soucis. J'étais assez convaincu de ce que je pouvais amener à ce moment-là. Tout à l'heure, vous avez parlé de Winston Churchill. On sait que vous êtes passionné d'histoire, mais aussi de lecture et de littérature, et qu'à l'Union Saint-Gilloise notamment, vous aviez mis à disposition de vos joueurs des livres. Est-ce que c'est une initiative qui avait pris ? L'histoire voudrait, pour qu'elle soit belle, dire oui, ils se sont tous mis à lire et la bibliothèque était vide. Non, c'est pas comme ça. Je considère que sur ce genre de choses-là qui font partie de la culture de la performance, si tu touches 1, 2, 3 joueurs, c'est déjà très bien. Et donc, essayer d'inspirer certains qui auraient une pente un petit peu naturelle vers ça, mais qui n'en ont pas forcément les moyens ou s'en donnent pas les moyens, peut-être les pousser un petit peu à rentrer là-dedans. Mais pour moi, il faut, dans cette notion de culture de performance, essayer d'alimenter dans plein de directions différentes pour que chacun y trouve un petit peu son compte et suive la voie qu'il aime suivre pour prendre des nouvelles informations, se documenter. Certains, ça passe par la vidéo, d'autres, ça passe par la lecture. Pour d'autres encore, ça sera par l'expérience vécue. Mais j'ai toujours été friand de ça, de créer un contexte, un environnement où il y aura une stimulation permanente du joueur et du staff, encore dans ce souci de progrès quotidien. Dans vos livres de chevet au fil des années, vous avez cité Astérix, Stephen King ou Honoré de Balzac dans des styles un peu différents. Est-ce que vous vous appuyez sur des citations dans vos causeries ou dans vos discussions avec les joueurs ? Ça m'est arrivé souvent de pouvoir démarrer avec une citation, d'en mettre une en plein milieu. Ça dépend du contexte. Là, il y a sur une partie des semaines avec le Stade de Reims, les joueurs avaient dans la vidéo, dans les vestiaires, tous les jours une citation, en anglais, en français, qui parlait de plein de choses différentes, de notions de compétition ou de performance ou de travail. Mais voilà, si ça peut faire réfléchir et aider, il faut s'en servir. Je pense que il y a une puissance des mots. Je pense que les mots bien exprimés dans le bon contexte, dans le bon timing, peuvent servir à générer une motivation ou à éveiller quelque chose. Et j'ai toujours trouvé les phrases bien tournées ou les mots qui tapent juste. J'ai toujours trouvé ça extrêmement, incroyable qu'un des écrivains soit capable de en quelques lignes et en quelques mots faire passer des messages. J'y trouvais une grande puissance. Et dans les dernières citations utilisées, c'était tiré de quelle œuvre ou de qui ? Alors moi, j'ai pu utiliser des citations qui venaient d'une interview sur des pilotes de l'armée de l'air, des pilotes de chasse. On a pris beaucoup de citations d'anciens joueurs de NBA, des références comme Kobe Bryant, comme Michael Jordan, qui sont des athlètes qui parlent beaucoup aux joueurs. On ne se sert pas trop des écrivains ou des œuvres littéraires parce que ça ne parle pas. Et il y a du mal à s'identifier. Non, mais Astérix, c'était quand j'étais tout petit. C'est ce qui m'a permis de rentrer en fait, dans la littérature, par la BD. Et à chaque étape, on rentre petit à petit dans les œuvres littéraires. Mais non, je pioche très large. J'essaie d'avoir un éventail très très large de différentes lectures.
et essayer de se stimuler ou de stimuler les joueurs par ça. Mais bon, je le fais pas toutes les semaines. Pour terminer, selon certaines rumeurs, vous avez fait une partie de votre carrière de joueur avec un t-shirt de Nice sous votre maillot. Est-ce que c'est vrai ? Oui, une partie de la carrière, oui, c'était vrai. Au début de ma carrière au NK Domjal, j'avais sous le maillot, j'avais ce petit t-shirt qui me rappelait mon attache à la ville, au club, parce que c'est vrai que j'ai grandi dans ce cadre-là par le biais de mon père, mais on est resté très longtemps là-bas sur place, et donc oui, ça existait. C'était quoi comme t-shirt exactement ? Il y avait marqué mon Baptiste Unissart, en gros je suis niçois, je m'en fiche un peu. C'était un petit clin d'œil personnel et je sais pas, parce que je me disais que ça allait me porter bonheur, j'en sais rien, mais le fait est que finalement ma carrière a été plutôt bonne vis-à-vis de là où j'étais parti, et donc ça a peut-être contribué, je sais pas. Je vais pas aller jusqu'à vous demander si vous avez toujours un t-shirt de Nice ou vos chemises ou vos pulls sur les bancs de touche aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a toujours une part de superstition dans votre quotidien d'entraîneur ? C'est une question intéressante parce que j'aurais envie de dire mon cerveau rationnel, non. J'ai pas de routine et je suis quelqu'un qui peut rapidement adapter ou changer des composantes. Mais je me retrouve à répéter certains aspects de préparation si ça s'est bien passé la semaine d'avant. Et donc, en gros, je ne suis pas superstitieux, mais quand ça se passe bien, moi j'aime bien l'être un petit peu quand même. Donc, voilà, je pense que chaque coach a un peu sa routine, mais j'ai pas peur du changement. Ça c'est une donnée importante. Et je ne suis pas perturbé s'il y a un truc qui ne va pas exactement comme je l'avais pensé ou comme ma routine le souhaite. Mais ouais, moi j'ai un petit peu de superstition quand même. Et enfin, vous faites quoi le 12 décembre prochain en soirée ? Le 12 décembre ? C'est un jeudi. Un jour d'Union Saint-Gilloise au GC Nice. Ah, c'est vrai, j'avais pas du tout ça en tête dans le calendrier. Le jeudi soir, je serai probablement devant ma télé, mais c'est vrai que je regarde beaucoup de matchs. Mais celui-là sera peut-être un match à regarder de manière intéressante, certainement. Avec une inclination pour... c'est moche ces questions-là. Non, mais voilà, j'ai vécu un moment génial à l'Union Saint-Gilloise, j'ai adoré le club, j'ai adoré y travailler, ça a été un moment vraiment intéressant de ma carrière. Voilà, après on n'efface pas 20 années de vie d'un coup comme ça, donc un petit penchant pour le GC Nice. Merci beaucoup Lucas Elsner. De rien.